Ses mains glissèrent sur ma taille avec une délicatesse qui me fit trembler. Francesca avait cette manière de me toucher, comme si j'étais quelque chose de précieux, quelque chose qui méritait d'être chéri. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui avait le goût du café corsé et de toutes les paroles que nous n'avions jamais osé prononcer. À cet instant, dans la pénombre de mon appartement à Milan, je compris que tout ce que j'avais cherché dans mon mariage se trouvait là, dans les bras de la femme qui montait chaque jour vérifier le gaz lorsque Marco était en voyage. Bonjour, chers abonnés! Avant de poursuivre cette histoire qui, j'en suis sûre, vous tiendra en haleine devant vos écrans, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. J'aimerais aussi savoir d'où vous nous regardez, alors laissez votre ville dans les commentaires. Et lorsque vous aurez fini d'écouter cette histoire complète, merci de lui donner une note de 1 à 10 et de me dire ce qui vous a le plus plu. Vos commentaires zélés sont très importants pour moi. Je m'appelle Lucia Marchetti et ma vie a changé à jamais un mardi pluvieux d'octobre. J'avais 35 ans et j'étais mariée à Marco depuis 10 ans, un homme prospère qui m'avait offert tout ce qu'une femme était censée désirer. Un appartement élégant à Brera, des vêtements coûteux, des vacances dans des destinations exclusives. Pourtant, en regardant la pluie tomber depuis la fenêtre de notre appartement au 4e étage, je me sentais plus vide que jamais. Marco était parti ce matin-là pour Berlin, en voyage d'affaires, comme il le faisait toutes les 2 semaines. Ses au revoir étaient devenus mécaniques. Un baiser rapide sur la joue, une liste d'instructions sur ce que je devais faire en son absence, et une promesse creuse de m'appeler. Il n'appelait jamais vraiment, se contentant d'envoyer de courts messages confirmant qu'il était bien arrivé ou que sa réunion s'était bien passée. Cet après-midi-là, alors que je réorganisais pour la 3e fois l'armoire à linge, j'entendis le son familier des clés de Francesca résonner dans le couloir. Elle était la concierge de notre immeuble depuis 8 ans, une femme qui connaissait chaque recoin, chaque problème de plomberie, chaque secret murmuré derrière les portes closes. Elle avait cette aptitude typiquement italienne à être toujours présente sans être intrusive, à offrir son aide sans vous faire sentir vulnérable. La sonnette retentit avec son double coup caractéristique. Je savais que c'était elle avant même d'ouvrir la porte. Francesca venait toujours les jours où Marco était en voyage, soi-disant pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite de gaz ou de problème avec le chauffage. Au début, je pensais que c'était une procédure standard de l'immeuble, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'elle ne le faisait que pour mon appartement. « Buonasera, signora Marchetti !» me salua-t-elle avec ce sourire chaleureux qui semblait illuminer le couloir faiblement éclairé. Elle portait son uniforme habituel, un pantalon confortable, un t-shirt qui avait connu des jours meilleurs, et cette odeur inimitable de lavande et de café. Ses mains, toujours en mouvement, tenaient une petite boîte à outils que j'avais appris à bien connaître. « S'il te plaît, Francesca, je t'ai dit 1000 fois de m'appeler Lucia, » répondis-je en me décalant pour la laisser entrer. C'était un rituel que nous avions développé au fil des mois. Elle insistait pour garder une certaine formalité, moi pour la briser. « C'est mon travail de rester respectueuse, » disait-elle toujours. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que maintenir cette distance était plus une protection qu'une politesse. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour vérifier les brûleurs, je l'observais marcher. Il y avait dans sa démarche une assurance, celle de quelqu'un qui savait exactement où était sa place et ce qu'il faisait. « Comment s'est passée ta journée ?» me demanda-t-elle tout en manipulant les commandes du gaz. Cette simple question, posée avec un intérêt sincère, me désarma complètement. Marco ne me demandait jamais comment s'était passée ma journée. Il supposait que les journées d'une femme au foyer étaient toutes identiques et prévisibles. « Calme !» mentis-je automatiquement, comme j'avais appris à le faire pendant des années. Mais Francesca s'arrêta, se tourna vers moi et me regarda avec ses yeux marrons qui semblaient voir au-delà des réponses toutes faites. « Calme ou vide ?» demanda-t-elle doucement, et sa question me frappa comme une gifle de réalité. Personne, absolument personne, ne m'avait posé une question aussi directe sur mon état émotionnel depuis des années. Je sentis mes yeux se remplir de larmes avant que je puisse les retenir. « Pardon », murmurai-je en détournant le regard, feignant d'être occupée à ranger les épices sur le plan de travail. « Je ne sais pas pourquoi. »« Ne vous excusez pas de ressentir, » dit Francesca, s'approchant d'un pas. Pas assez près pour envahir mon espace personnel, mais suffisamment pour que je puisse sentir son parfum de lavande. J'ai vécu assez longtemps dans cet immeuble pour reconnaître le son de la solitude. Les murs parlent, vous savez. C'est à ce moment-là que quelque chose changea entre nous. Comme si une porte invisible s'était entr'ouverte, laissant filtrer un rayon de lumière dans l'obscurité de ma routine quotidienne. Je me surpris à lui confier des choses que je n'avais jamais dites, même à ma sœur. Combien je me sentais invisible dans mon propre mariage, comment chaque jour ressemblait au précédent au point que j'avais perdu la notion du temps, comment j'avais commencé à écrire des lettres d'amour à des destinataires imaginaires, juste pour me rappeler ce que c'était d'éprouver des sentiments intenses. Francesca écouta sans juger,
hochant la tête de temps en temps, faisant de petites remarques qui montraient qu'elle était vraiment attentive. Quand je mentionnais les lettres, ses yeux s'adoucirent de compréhension. Je faisais quelque chose de similaire, admit-elle en s'asseyant sur une chaise de la cuisine sans demander la permission. Après mon divorce, j'écrivais des lettres à la femme que j'étais avant de me marier, essayant de retrouver le chemin vers elle. Ça a marché? Demandai-je, sincèrement curieuse. Il y avait quelque chose dans sa présence qui rayonnait une sorte de paix intérieure que j'enviais. Avec le temps. Mais ce n'était pas l'écriture des lettres qui m'a guérie. C'était quand quelqu'un a commencé à répondre. Je ne compris pas pleinement ce qu'elle voulait dire jusqu'à des semaines plus tard, quand je réalisais que nos conversations quotidiennes étaient devenues exactement cela. Des réponses à des questions non posées, des reconnaissances de sentiments non exprimés, des connexions que je ne savais pas que je cherchais désespérément. À partir de cette nuit-là, les visites de Francesca changèrent de nature. Elle continuait de venir vérifier le gaz, mais nous restions désormais à discuter bien après qu'elle avait fini son travail. Elle me parla de sa vie. Elle avait été mariée à un homme qui confondait contrôle et amour. Elle avait pris soin de sa mère atteinte de démence pendant les dernières années de sa vie. Elle avait choisi de travailler comme concierge parce que cela lui donnait l'occasion de veiller sur une communauté sans les complications émotionnelles des relations intimes. « Mais tu ne te sens pas seule ?» lui demandai-je une nuit, alors que nous partagions une tasse de café sur mon balcon. « Il y a une différence entre être seule et se sentir seule, » répondit-elle, regardant les lumières de la ville. « J'ai été seule par choix pendant des années, mais avec toi, c'est la première fois depuis longtemps que je ne me sens pas seule. » Ces mots provoquèrent une sensation étrange dans mon ventre, un mélange d'excitation et de terreur. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle me regardait, dans la façon dont ses mains s'attardaient lorsqu'elles effleuraient accidentellement les miennes en passant le sucre, dans la manière dont elle semblait mémoriser chaque mot que je disais. Une nuit, alors que Marco était en voyage, Francesca se présenta à ma porte plus tard que d'habitude. Il avait plu, et ses cheveux étaient légèrement humides. Ses vêtements dégageaient cette odeur fraîche de pluie mélangée à son parfum caractéristique. « Pardon d'arriver si tard », s'excusa-t-elle. « Il y a eu une urgence avec le chauffage au 2e étage et… » « Ne t'excuse pas. » L'interrompis-je en me décalant pour la laisser entrer. « Tu es toujours la bienvenue. » Cette nuit-là fut différente. Il y avait une tension dans l'air que nous ne mentions pas, mais que nous ressentions toutes les deux. Alors que Francesca vérifiait le gaz comme à son habitude, je préparais du café, mais mes gestes étaient plus conscients, plus délibérés. C'était comme si nous exécutions une danse dont nous avions appris les pas au fil des semaines, sans nous en rendre compte. Lorsqu'elle eut fini son inspection, au lieu de nous diriger vers le balcon comme d'habitude, Francesca resta dans la cuisine, appuyée contre le plan de travail. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux ce soir-là, une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. « Lucia », dit-elle mon nom comme une prière. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Je hochai la tête, bien que mon cœur commençât à battre plus vite. « Quand est-ce que quelqu'un t'a vraiment regardé pour la dernière fois? Je ne parle pas de te regarder comme on regarde une épouse ou une voisine, mais comme si tu étais… extraordinaire. » Sa question me coupa le souffle. Je connaissais la réponse, mais l'admettre signifiait reconnaître quelque chose que j'avais évité pendant des années. « Je ne m'en souviens pas, » murmurai-je. Et c'était la vérité. Francesca fit un pas, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour que je puisse compter les petites rides autour de ses yeux, ces marques qui parlaient d'une vie vécue intensément, de rires sincères et de larmes véritables. « Moi, je te regarde comme ça, » dit-elle doucement. « Chaque fois que je franchis cette porte, chaque fois que tu me parles de ta journée, chaque fois que tu souris quand tu penses que je ne le remarque pas, je te regarde et je vois une femme extraordinaire qui a oublié à quel point elle l'est. » À cet instant, je sus que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Tout ce que j'avais retenu, tous les sentiments que j'avais niés, toute la solitude que je portais se condensèrent dans cet espace entre nous qui se réduisait de plus en plus. Mais avant que je puisse pleinement assimiler ce qui se passait, avant que je puisse décider si je devais franchir ce pas qui changerait tout, le téléphone sonna. C'était Marco, appelant de Berlin pour me dire qu'il rentrerait un jour plus tôt que prévu. Si vous avez aimé cette première partie de l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette intense histoire d'amour. La connexion entre Lucia et Francesca ne fait que commencer. La conversation téléphonique avec Marco fut brève et mécanique, comme toujours. Il m'informa de son changement de plan avec cette efficacité professionnelle qu'il appliquait à tous les aspects de sa vie, y compris notre mariage. Pendant qu'il parlait de vols et de réunions annulées, j'observais Francesca ramasser ses outils, se préparant à partir comme si rien ne s'était passé entre nous quelques instants plus tôt. Mais quelque chose s'était passé. L'air dans la cuisine restait chargé de mots non dits, d'une tension qu'aucun appel téléphonique ne pouvait effacer. Lorsque je raccrochais, Francesca était déjà à la porte, la main sur la poignée, mais sans la tourner. « Il revient demain matin », dis-je, ressentant le besoin de combler le silence qui s'était installé entre nous. « Je l'ai entendu »,
répondit-elle sans se retourner. Ses épaules étaient tendues, et je pouvais voir qu'elle luttait contre quelque chose en elle. Il vaut mieux que je ne vienne pas vérifier le gaz pendant quelques jours. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. L'idée de ne pas voir Francesca, de retourner à mes journées vides remplies de routines insensées, me terrifia plus que je ne l'avais prévu. « Francesca, attends » l'appelai-je avant qu'elle ne parte. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. « Ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait de me regarder comme si j'étais extraordinaire. » Elle se retourna enfin, et dans ses yeux, je vis une vulnérabilité qui me brisa le cœur. Je n'aurais pas dû dire ça. C'était inapproprié. Vous êtes mariée, je travaille ici, et... Et quoi? L'interrompis-je, m'approchant d'elle. Et quoi, Francesca? Parce que ce que je ressens quand tu es là n'est pas inapproprié. C'est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis des années. Elle resta silencieuse un long moment, étudiant mon visage comme si elle essayait de déchiffrer un code secret. Enfin, elle soupira profondément. Lucia, j'ai 41 ans. J'ai été mariée, j'ai divorcé, j'ai été seule. Je sais reconnaître quand je commence à développer des sentiments pour quelqu'un que je ne devrais pas, et je sais à quel point cela peut être dangereux. Dangereux, pourquoi? Parce que tu n'es pas libre, dit-elle avec une tristesse qui me serra le cœur. Et j'ai appris à mes dépens qu'aimer quelqu'un qui ne peut pas t'aimer en retour complètement est une forme d'autodestruction. Ces mots me firent mal parce que je savais qu'elle avait raison, mais aussi parce que je savais que ce n'était pas toute la vérité. Marco revint le lendemain, et pendant les 2 semaines suivantes, je ne vis pas Francesca une seule fois. L'immeuble semblait différent sans le tintement de ses clés dans les couloirs, sans son rire occasionnel qui filtrait depuis la cour intérieure. Même Marco remarqua mon humeur. « Tu es plus silencieuse que d'habitude », commenta-t-il un soir pendant le dîner, sans lever les yeux de sa tablette où il consultait ses emails. « Tout va bien? »« Oui », mentis-je automatiquement, picorant la nourriture que j'avais préparée sans enthousiasme. Juste fatiguée. Mais ce n'était pas de la fatigue que je ressentais. C'était un vide presque physique, comme si j'avais perdu un organe vital. Je me surpris à chercher des excuses pour descendre dans la cour intérieure, espérant croiser Francesca. Quand je la vis enfin un après-midi, arrosant les plantes du petit jardin communautaire, mon cœur s'accéléra au point que je crus qu'il allait sortir de ma poitrine. Elle portait une robe d'été simple, ses cheveux attachés en une queue de cheval négligée, et elle chantait doucement en travaillant. Il y avait quelque chose de si naturel, de si authentique dans cette image, que je restais à l'observer depuis la fenêtre de ma cuisine pendant plusieurs minutes avant de trouver le courage de descendre. « Salut !» dis-je depuis l'entrée de la cour, me sentant soudainement timide. Elle sursauta légèrement en entendant ma voix, et lorsqu'elle se tourna vers moi, son expression traversa une série d'émotions que je ne pus pas complètement déchiffrer. Surprise, joie, prudence. « Signora Marchetti », répondit-elle, revenant automatiquement à la formalité qu'elle avait abandonnée lors de nos conversations nocturnes. « Lucia », la corrigeai-je doucement. « S'il te plaît. » Elle hocha la tête, mais ne prononça pas mon nom. À la place, elle se concentra sur les plantes, gardant ses mains occupées comme si elle avait besoin d'une barrière physique entre nous. « Les pétunias sont magnifiques cette année », commentai-je, m'approchant lentement. « Oui, ça a été une bonne année pour les fleurs », répondit-elle, mais il y avait une tension dans sa voix qui n'existait pas auparavant. Le temps a été parfait, beaucoup de pluie au printemps, assez de soleil maintenant. Nous parlâmes du jardin, de l'immeuble, de la météo, de tout sauf de ce qui comptait vraiment. C'était comme si nous jouions des rôles dans une pièce de théâtre, feignant d'être 2 voisines normales ayant une conversation banale. Mais sous cette normalité forcée, je pouvais sentir l'électricité qui avait toujours existé entre nous, maintenant amplifiée par les semaines d'absence. « Tout va bien avec le gaz dans votre appartement ?» demanda-t-elle enfin, et il y avait quelque chose dans la manière dont elle évitait mon regard qui me fit comprendre que cette question avait plusieurs niveaux. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Personne n'est venu vérifier récemment. » Elle me regarda enfin, et dans ses yeux, je vis la même lutte intérieure que j'avais menée pendant des jours. « Votre mari est à la maison maintenant. »« Il est à la maison », confirmai-je. « Mais ça ne veut pas dire que tout va bien. » C'était un commentaire risqué, une admission indirecte que mon mariage n'était pas ce qu'il semblait être. Francesca resta parfaitement immobile, assimilant mes mots. « Lucia », dit-elle mon nom comme si c'était quelque chose de fragile. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu compliques ta vie. Et si ma vie est déjà compliquée, et si ce que j'ai avec toi est la seule chose qui la simplifie? » Je n'avais pas le droit de dire cela. Je le savais. Je mettais Francesca dans une position impossible, lui demandant de considérer quelque chose qui pourrait nuire à son travail, à sa réputation, à sa tranquillité d'esprit. Mais les mots jaillirent de moi avec une urgence que je ne pouvais contenir. Cette nuit-là, Marco annonça qu'il avait reçu une offre d'emploi à Rome. « Une promotion importante », dit-il, l'opportunité que nous attendions. Pendant qu'il parlait de déménagement et de nouveaux départs, je sentais le monde s'effondrer sous mes pieds.
Non pas parce que je ne voulais pas quitter Milan, mais parce que partir signifierait quitter Francesca. Et cette seule idée provoquait une angoisse que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. « Quand devrions-nous déménager ?» demandai-je, essayant de garder une voix stable. « Dans 2 mois, 3 au maximum. Ils veulent que je commence le 1er janvier. 2 mois. 12 semaines pour décider si j'étais prête à abandonner la seule chose qui me faisait me sentir vivante pour la première fois depuis des années, ou si j'avais le courage de me battre pour quelque chose dont je ne savais même pas s'il était réciproque. Cette nuit-là, après que Marco se fut endormi, je m'assis dans la cuisine avec une de mes lettres d'amour imaginaires. Mais pour la première fois, je n'écrivis pas à un destinataire fictif. J'écrivis à Francesca. Je lui parlais de Rome, de mes peurs, de ce qu'elle représentait pour moi. J'écrivis sur les petits moments que nous avions partagés, sur la manière dont sa présence avait changé la température de mes journées. J'écrivis sur combien je me sentais perdue sans elle, sur combien j'avais peur de retourner à ma vie précédente de solitude silencieuse. Quand j'eus fini la lettre, je la pliai soigneusement et la rangeai dans ma boîte à chaussures avec toutes les autres. Mais celle-ci était différente. Celle-ci avait un destinataire réel, quelqu'un qui existait, quelqu'un qui, peut-être, comprendrait ce que j'essayais de dire. Le lendemain, pendant que Marco était au travail, je descendis à nouveau dans la cour. Francesca était là, comme je l'espérais, mais elle n'était pas seule. Une femme plus âgée l'accompagnait, élégamment vêtue, qui semblait inspecter l'immeuble avec un œil critique. « C'est de l'administration », m'expliqua Francesca lorsque la femme partit. « Ils envisagent de moderniser le système de sécurité. Caméras, interphones automatiques, serrures numériques. Ça semble moderne, dis-je, bien que quelque chose dans son ton me fit comprendre que ce n'était pas forcément une bonne chose. Moderne, oui, mais ça signifie aussi qu'ils n'auront plus besoin d'une concierge vivant dans l'immeuble. Tout sera automatisé. » L'impact de ces mots me frappa immédiatement. « Ça veut dire que tu perdrais ton travail ?» ?»« Ça veut dire que je perdrais plus que mon travail. Je perdrais mon foyer, ma communauté, mon but. » Elle s'assit sur l'un des bancs de la cour, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement découragée. « J'ai quelques offres, du travail ailleurs, mais rien qui me permette de rester à Milan. » Je m'assis à côté d'elle, gardant une distance respectable, mais souhaitant pouvoir lui prendre la main. « Quel genre d'offre? Il y a une villa à Portofino qui a besoin d'une gardienne. C'est bien payé, avec un logement inclus. Le genre d'opportunité que je ne peux pas facilement refuser. Portofino. À des heures de Milan, dans une région complètement différente. Francesca partirait, je partirais, et toute possibilité d'explorer ce qu'il y avait entre nous disparaîtrait pour toujours. « Quand dois-tu décider ?» demandai-je, bien que je n'étais pas sûre de vouloir connaître la réponse. « Bientôt. Très bientôt. » Nous restâmes assises en silence, chacune perdue dans ses pensées. Le jardin que Francesca avait soigneusement entretenu fleurissait autour de nous, indifférent aux changements qui s'annonçaient. C'était comme si l'univers avait conspiré pour nous séparer juste au moment où nous commencions à nous trouver. « Francesca, » dis-je enfin, « avant que tu prennes une décision, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle me regarda avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Quoi? » « Que ces derniers mois avec toi ont été les plus heureux de mon mariage. Et ça devrait tout te dire sur mon mariage et sur ce que je ressens pour toi. » Ses yeux se remplirent de larmes, et pendant un moment, je crus qu'elle se lèverait et partirait. Au lieu de cela, elle tendit la main vers la mienne, et nos doigts s'entrelacèrent pour la première fois. « Lucia, » murmura-t-elle, « nous sommes en territoire dangereux. »« Je sais, » répondis-je en serrant sa main. « Mais pour la première fois depuis des années, je me sens vivante dans ce danger. » Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Les mots de Francesca résonnèrent dans ma tête. « Territoire dangereux. » Mais ce qui me perturbait le plus était la chaleur de sa main dans la mienne, la manière dont elle avait entrelacé nos doigts, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Marco ronflait doucement à côté de moi, totalement inconscient de la révolution émotionnelle que vivait sa femme à quelques centimètres de lui. Je me levai discrètement et me dirigeai vers la cuisine, où je sortis ma boîte de lettres secrètes. Parmi toutes ces lettres adressées à des personnes inexistantes, je trouvai celle que j'avais écrite pour Francesca. Je la relus à la lumière de la lune qui filtrait par la fenêtre, et pour la première fois, j'envisageais sérieusement de la lui donner. Le lendemain, alors que Marco se préparait pour un autre voyage d'affaires, je reçus un appel inattendu. C'était Elena, ma petite sœur, appelant de Florence avec des nouvelles qui allaient tout changer. « Lucia, j'espère que tu es assise, » commença-t-elle avec ce dramatisme typique d'elle. « Je viens de sortir du bureau du notaire. Tante Benedetta nous a laissé plus que nous ne pensions. » Tante Benedetta était morte le mois précédent. C'était la sœur célibataire de ma mère, une femme excentrique qui avait vécu seule dans une maison en Toscane pendant des décennies. Nous savions qu'elle avait mentionné nous laisser quelque chose dans son testament, mais nous nous attendions peut-être à quelques bijoux ou meubles anciens. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, pressentant que cette conversation allait changer ma vie. « La maison, Lucia. La maison entière, avec tous les terrains. Elle est à ton nom.
Elena fit une pause dramatique. Et ce n'est pas juste une petite maison comme nous le pensions. Ce sont 2 hectares de vignobles, d'oliveraies, de jardins. C'est magnifique, mais ça demande du travail. Beaucoup de travail. Je m'assis lourdement sur une chaise de la cuisine, essayant d'assimiler cette information. Une maison en Toscane, une terre à moi, une indépendance financière pour la première fois de ma vie adulte. « Tu es sûre ?» murmurai-je. « Tout à fait. J'ai déjà parlé au notaire. Tu peux en prendre possession quand tu veux. Lucia, ça signifie que tu as des options maintenant. De vraies options. » Après avoir raccroché, je restais assise dans la cuisine pendant des heures, regardant vers la cour où je savais que Francesca travaillait. La synchronicité était trop parfaite pour être une coïncidence. Juste au moment où Marco me demandait de le suivre à Rome, juste au moment où Francesca envisageait de partir à Portofino, l'univers m'offrait une 3e option. Cet après-midi-là, rassemblant mon courage, je descendis dans la cour avec la lettre dans ma poche. Je trouvais Francesca assise sur le banc où nous étions la veille, mais elle n'était pas seule. Une jeune femme, d'une 20aine d'années peut-être, était assise très près d'elle, parlant avec animation pendant que Francesca écoutait avec un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. « Mama !» disait la jeune femme, « tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Tu as besoin d'une vie à toi, pas juste de t'occuper des autres tout le temps. » Je m'arrêtais net. « Mama ?» Je ne savais pas que Francesca avait une fille. Dans toutes nos conversations, elle n'avait jamais mentionné avoir une famille. Francesca me vit approcher et son expression changea immédiatement. Son sourire s'évanouit, remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité mêlée de résignation. « Lucia », dit-elle, se levant rapidement. « Je te présente ma fille, Sofia. » Sofia se tourna vers moi avec une curiosité évidente. Elle était belle, avec les mêmes yeux marrons que sa mère, mais une énergie complètement différente. Il y avait quelque chose dans sa manière d'évaluer qui me fit sentir comme si j'étais soumise à un examen. « Ah, la signora du 4e étage », dit Sofia avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Mama parle beaucoup de vous. »« Vraiment ?» répondis-je, regardant Francesca avec curiosité. « Sofia vit à Rome ?» expliqua Francesca rapidement, comme si elle voulait changer de sujet. « Elle est de passage pour quelques jours. Et j'essaie de convaincre Mama de venir avec moi », ajouta Sofia sans détour. « J'ai un grand appartement, un travail stable. Il n'y a aucune raison pour qu'elle reste ici à s'occuper d'immeubles alors qu'elle pourrait vivre une vraie vie. » Ces mots me firent mal d'une manière que je n'attendais pas. L'idée que Francesca parte pour Rome, la même ville où Marco voulait m'emmener, semblait cruellement ironique. Rome est une ville magnifique, parvins-je à dire, bien que les mots semblaient lourds dans ma bouche. « Vous voyez? Même la signora est d'accord, » dit Sofia, prenant le bras de sa mère. « Mama, tu n'es plus jeune. Il est temps que quelqu'un prenne soin de toi pour changer. » J'observais Francesca pendant cet échange, notant comment son expression était devenue soigneusement neutre. C'était la même masque que j'utilisais lorsque Marco prenait des décisions concernant ma vie sans me consulter. « Excusez-moi, » dis-je finalement, sentant que j'interrompais quelque chose de trop personnel. Je voulais juste poser une question sur le gaz de la cuisine. Il fait un bruit bizarre. C'était un mensonge, mais j'avais besoin d'une excuse pour partir. La lettre dans ma poche semblait peser 1 tonne. « Bien sûr, » répondit Francesca, avec un soulagement évident dans la voix. « Je viendrai vérifier plus tard. » En m'éloignant, j'entendis Sofia murmurer quelque chose à sa mère sur un ton de reproche. Je ne pus pas distinguer les mots, mais le ton était clair. Désapprobation. Cette nuit-là, Marco rentra de son voyage avec des nouvelles. L'offre de Rome était officielle, et ils avaient besoin d'une réponse rapidement. Pendant qu'ils parlaient de salaires et d'avantages, de l'opportunité d'un nouveau départ, je pensais à l'héritage de tante Benedetta, à la fille de Francesca, à toutes les forces qui semblaient te conspirer pour nous séparer. « Tu écoutes, Lucia ?» demanda Marco, une pointe d'irritation dans la voix. « Oui, pardon. Je suis juste en train de tout assimiler. Il n'y a pas grand-chose à assimiler. C'est une opportunité incroyable. Nous pourrons acheter une maison plus grande, avoir la vie sociale que nous méritons. Milan est devenu trop petit pour mes ambitions. » Ces mots révélèrent quelque chose que j'avais nié pendant des années. Marco ne me demandait jamais ce que je voulais. Il supposait toujours que mes désirs s'alignaient automatiquement sur les siens. « Et si je ne veux pas partir ?» demandai-je doucement. Il s'arrêta de consulter ses documents et me regarda comme si j'avais dit quelque chose de totalement absurde. « Pourquoi ne voudrais-tu pas partir? Tu n'as pas de travail ici, pas d'amis proches. Ta vie, c'est avec moi et ma vie évolue. Pas de travail, pas d'amis proches. » Ces mots s'enfoncèrent dans mon cœur parce que je savais que, de son point de vue, il avait raison. Je n'avais pas de carrière, pas de vie sociale indépendante. Ce que j'avais, c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre, une connexion avec quelqu'un qui me voyait vraiment. Cette nuit-là, après que Marco se fut endormi, je pris une décision. Je sortis la lettre de ma boîte et y ajoutai un paragraphe. « Francesca, aujourd'hui j'ai rencontré ta fille,
Et j'ai compris que je ne suis pas la seule à devoir prendre des décisions difficiles concernant l'avenir. Mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai hérité d'une maison en Toscane. Une maison qui a besoin de soins, de travail, de quelqu'un qui sait faire pousser et fleurir les choses. Je ne sais pas ce que cela signifie pour nous, ou s'il y a même un nous. Tout ce que je sais, c'est que pour la première fois de ma vie adulte, j'ai une option réelle, et cette option inclut la possibilité de choisir mon propre bonheur. Je repliai la lettre, mais cette fois, je la mis dans ma poche au lieu de la ranger dans la boîte. Demain, d'une manière ou d'une autre, je trouverai le courage de la lui donner. Le lendemain, Sophia aidait sa mère à nettoyer les couloirs communs. Je les observais travailler ensemble depuis la fenêtre de ma cuisine, notant les similitudes dans leurs mouvements, la manière dont Sophia avait hérité de l'efficacité naturelle de Francesca, mais avec une urgence que sa mère n'avait pas. Quand je descendis pour échanger des salutations, Sophia alla droit au but. « Signora Marchetti, vous connaissez ma mère mieux que moi ces derniers temps. Pouvez-vous me rendre un service et lui parler de Rome? Elle est têtue, mais je sais qu'elle s'inquiète pour son avenir. »« Je ne suis pas têtue, » protesta Francesca. « Je suis pratique. »« Pratique. Ce serait d'accepter que tu as une fille qui peut prendre soin de toi, un endroit où vivre sans travailler jusqu'à 70 ans, une chance d'avoir une vraie vie. » J'observais cet échange familial avec fascination et douleur. Sophia aimait sa mère, c'était évident, mais elle ne comprenait pas que parfois, une vraie vie ne se définit pas par le confort ou la sécurité, mais par la capacité de choisir son propre chemin. « Sophia, dis-je enfin, peut-être que ta mère a des raisons de rester qui vont au-delà du pratique. » Sophia me regarda avec une nouvelle attention, comme si elle me réévaluait. Quel genre de raison? Je regardais Francesca, qui m'observait avec un mélange de gratitude et de terreur. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne sans retour. Le genre de raisons qui font qu'une maison ressemble à un foyer, dis-je prudemment. Le genre qui fait que le travail ressemble à un but. Sophia fronça les sourcils, visiblement insatisfaite de ma réponse vague. Mais Francesca comprit parfaitement ce que j'essayais de dire, et dans ses yeux, je vis un éclat d'espoir mêlé de peur. Cet après-midi-là, alors que Sophia était au centre-ville pour acheter des cadeaux à ramener à Rome, je me retrouvais enfin seule avec Francesca. Elle était dans son petit appartement au sous-sol, un endroit où je n'avais jamais été invitée, mais qui m'avait toujours intriguée. « Puis-je entrer ?» demandai-je depuis la porte ouverte. « Bien sûr », répondit-elle, mais il y avait du nervosisme dans sa voix. Son appartement était petit mais chaleureux, rempli de plantes, de photos et de petits objets qui racontaient l'histoire d'une vie pleinement vécue. Sur les murs, il y avait des photos de Sophia à différentes étapes de sa vie, certaines de Francesca avec une femme plus âgée que je supposais être sa mère, et étonnamment, quelques photos de moi prises à mon insu, arrosant des plantes dans la cour, lisant sur le balcon, souriant pendant que nous parlions. « Tu m'as photographiée ?» demandai-je, à moitié surprise, à moitié flattée. Elle rougit profondément. « Pardon, Tu as l'air heureuse sur ces photos, plus heureuse que lorsque tu es avec, dans d'autres situations. » Je compris immédiatement ce qu'elle voulait dire. Sur ces photos, prises lors de nos moments ensemble, je semblais détendue, naturelle, réellement heureuse. C'était une version de moi qui existait rarement lorsque Marco était là. « Francesca ?» dis-je, sortant la lettre de ma poche. « Il y a quelque chose que je dois te donner. » Ses yeux se posèrent sur la lettre avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Qu'est-ce que c'est? »« La vérité, » répondis-je, la lui tendant. « Toute la vérité sur ce que je ressens, sur ce que j'ai, sur ce que nous pourrions avoir si nous sommes assez courageuses. » Elle prit la lettre avec des mains tremblantes, mais avant qu'elle ne puisse l'ouvrir, nous entendîmes la voix de Sophia dans la cour, appelant sa mère. « Lis-la quand tu seras prête, » dis-je rapidement. « Et quand tu le feras, souviens-toi que pour la première fois de nos vies, nous avons toutes les deux de vraies options. » La lettre resta non ouverte pendant 2 jours éprouvants. Chaque fois que je voyais Francesca dans la cour ou dans les couloirs, ses yeux évitèrent les miens, et l'enveloppe blanche dépassait de la poche de son tablier, comme une accusation silencieuse. Sophia avait prolongé sa visite, et sa présence constante rendait toute conversation privée impossible. Le 3e jour, Marco me confronta pendant le petit déjeuner avec une gravité que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Lucia, il faut que tu me dises ce qui se passe avec toi, » dit-il, fermant son ordinateur portable et me donnant toute son attention pour la première fois depuis des mois. « J'attends une réponse concernant Rome, mais tu agis comme si l'offre n'existait pas. »« J'ai réfléchi, » répondis-je, remuant mon café nerveusement. « Réfléchi à quoi? C'est une opportunité incroyable. Plus d'argent, une meilleure position sociale, un appartement au centre de Rome. Qu'y a-t-il à réfléchir? » C'est à ce moment-là que je réalisais que Marco et moi parlions des langues totalement différentes. Pour lui, la vie se mesurait en promotion, salaire et codes postaux prestigieux. Pour moi, ces derniers temps, elle se mesurait en moments de connexion authentique, en se sentant vue et valorisée, en la possibilité de choisir mon propre chemin.
Et si je ne veux pas partir? Demandai-je directement. Son expression passa de la confusion à quelque chose de plus sombre. Pardon? Je te demande ce qui se passe si je ne veux pas déménager à Rome. Lucia, tu es ma femme. Où je vais, tu vas. C'était toujours l'accord. L'accord de qui? Parce que je ne me souviens pas d'avoir jamais convenu que mes désirs étaient sans importance. Marco se pencha en avant, et pour la première fois, je vis un éclat dans ses yeux qui me fit peur. Tu es ridicule. Tu n'as pas de travail ici, pas de revenus propres, aucune raison de rester à Milan. Ta vie, c'est moi. Ces mots me frappèrent comme une gifle, non pas parce qu'ils étaient cruellement dits, mais parce que pendant des années, ils avaient été vrais. Mais plus maintenant. Marco, dis-je avec la voix la plus calme que je pus rassembler, j'ai hérité d'une propriété en Toscane. J'ai des options maintenant. Sa rire fut moqueur et blessant. Une vieille maison de ta tante excentrique? Lucia, s'il te plaît. Elle nécessitera probablement plus d'argent qu'elle ne vaut pour la rendre habitable. Et même si c'était le cas, que ferais-tu? Vivre comme une ermite à la campagne? Peut-être, répondis-je, me surprenant moi-même par ma fermeté. Peut-être que ce serait mieux que de vivre comme une ombre en ville. La discussion dégénéra rapidement à partir de là. Marco passa de la condescendance à la colère, puis à la manipulation émotionnelle. Il me rappela tout ce qu'il avait sacrifié pour notre mariage, toutes les opportunités qu'il avait refusées pour me donner une stabilité. Il m'accusa d'être ingrate, irréaliste, de traverser une sorte de crise de la quarantaine. Mais ce qui me fit le plus mal, c'est quand il dit « Si tu ne viens pas avec moi à Rome, tu devras expliquer à ma famille pourquoi tu sabotes ma carrière pour un caprice égoïste. » Sa famille, la puissante famille Marchetti, qui ne m'avait jamais pleinement acceptée, qui m'avait toujours fait sentir comme une acquisition de Marco plutôt qu'une personne à part entière. La même famille qui m'évaluait à chaque réunion familiale, mesurant ma valeur à ma capacité à être une épouse décorative convenable. Cet après-midi-là, j'avais besoin d'air frais et de clarté mentale. Je descendis dans la cour et trouvai Francesca seule, enfin, taillant les roses avec une concentration intense qui semblait plus thérapeutique que pratique. « As-tu lu la lettre ?» demandai-je sans détour. Je n'avais plus la patience pour les conversations polies. Elle s'arrêta, mais ne me regarda pas. « Oui, et… Et maintenant, je comprends pourquoi tu as été si distante dernièrement, pourquoi Sofia pense que je suis folle de ne pas vouloir partir d'ici. » Elle se tourna enfin vers moi, et je vis des larmes dans ses yeux. « Lucia, ce que tu as écrit dans cette lettre, c'était trop direct, trop intense. Je suis désolée si je t'ai mise mal à l'aise, mais tu avais besoin de savoir. » « Non, » m'interrompit-elle. « C'était magnifique, et terrifiant, et complètement impossible. » « Pourquoi impossible? » « Parce que tu as une vie, un mari, tout un monde qui n'inclut pas une concierge de 41 ans avec une fille adulte qui pense que sa mère gâche sa vie. Et si ce monde que j'ai n'est pas celui que je veux? » Francesca s'approcha de moi, et pendant un instant, je crus qu'elle allait me toucher. Mais elle s'arrêta juste hors de ma portée. « Lucia, j'ai lu au sujet de ton héritage. La maison en Toscane. C'est une opportunité incroyable pour toi de recommencer. Ce le serait si je n'avais pas à le faire seule. Je n'avais. » Ses yeux se remplirent de larmes à nouveau. « Ne me demande pas de choisir entre ma fille et ceci, parce que je ne sais pas si je suis assez courageuse. Je ne te demande pas de choisir Sofia plutôt que moi. Je te demande de te choisir, toi, pour une fois dans ta vie, de faire ce qui te rend heureuse plutôt que ce qui rend les autres heureux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Sofia apparut à l'entrée de la cour. Quelque chose dans son expression me fit comprendre immédiatement qu'elle avait entendu au moins une partie de notre conversation. « Mama, » dit-elle d'une voix dangereusement contrôlée, « pouvons-nous parler? En privé? » Francesca me lança un regard d'excuse avant de suivre sa fille. Je restai seule dans la cour, entourée des fleurs que Francesca avait cultivées avec tant d'amour, me demandant si je venais de détruire toute chance que nous avions eue. Cette nuit-là, la dispute entre Francesca et Sofia fut audible même depuis mon appartement au 4e étage. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais les tons étaient clairs. Accusation, défense, douleur mutuelle. À un moment donné, j'entendis des sanglots qui auraient pu venir de l'une ou de l'autre. Marco rentra tard cette nuit-là, sentant l'alcool et avec une expression qui n'augurait rien de bon. Il s'était réuni avec son patron et quelques collègues, probablement pour parler de moi, de mon comportement étrange ces derniers temps. « J'ai réfléchi à notre conversation de ce matin, » dit-il, desserrant sa cravate avec des gestes délibérément contrôlés. « Et je pense que je sais quel était le problème. » « Quel était le problème, Marco? Tu as trop de temps libre, trop d'espace pour fantasmer sur des alternatives qui n'existent pas vraiment. À Rome, tu seras plus occupé. Il y aura des événements sociaux, des responsabilités en tant qu'épouse d'un cadre supérieur. Tu n'auras pas le temps pour ces idées. » Ces mots me glacèrent le sang, non pas parce qu'ils étaient menaçants, mais parce qu'ils étaient si calculément condescendants. Marco avait analysé mon problème et conclu que la solution était de me garder plus occupée, plus contrôlée. Et si le problème n'était pas que j'ai trop de temps libre,
mais que j'ai trop peu de contrôle sur ma propre vie. Lucia, dit-il avec cette voix qu'il utilisait pour expliquer des concepts d'affaires à des collègues moins intelligents, le contrôle est une illusion. Ce que tu as avec moi, c'est la stabilité, la sécurité, un avenir prévisible. Ça vaut plus que n'importe quelle fantaisie d'indépendance. Cette nuit-là, après que Marco se fut endormi, j'écrivis une autre lettre. Cette fois, ce n'était pas pour Francesca, mais pour moi-même. J'écrivis sur la femme que j'avais été avant le mariage, sur les rêves que j'avais progressivement abandonnés, sur la personne que je pourrais devenir si j'avais le courage de choisir mon propre bonheur, plutôt que le confort. Le lendemain, Sofia partit pour Rome. Son au revoir avec Francesca fut tendu, rempli de mots non dits et d'embrassades trop brèves. Depuis ma fenêtre, je les vis à l'entrée de l'immeuble, et je pus lire dans leur langage corporel la continuation de leur dispute de la veille. « Pense à ce que je t'ai dit, maman », entendis-je Sofia dire en montant dans son taxi. « Tu n'as pas à être seule, mais si tu choisis de l'être, c'est ta décision. » Francesca resta immobile sur le trottoir longtemps après que le taxi eut disparu. Quand elle se tourna enfin vers l'immeuble, ses yeux croisèrent ses miens à la fenêtre. Pendant un long moment, nous nous regardâmes à travers la distance et la vitre, et dans son expression, je vis quelque chose qui n'était pas là auparavant, de la détermination. Cet après-midi-là, alors que Marco était à une autre réunion concernant Rome, Francesca apparut à ma porte. Elle ne portait pas son tablier de travail ni ses outils. À la place, elle avait une simple robe d'été et tenait quelque chose que je ne pus identifier immédiatement. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une fermeté que je n'avais jamais entendue auparavant. Bien sûr. Elle entra et se dirigea directement vers la cuisine, là où toutes nos conversations importantes avaient recommencé. Elle s'assit sur la chaise que j'avais commencé à considérer comme la sienne et posa ce qu'elle portait sur la table. C'était un dossier rempli de papiers. « Ce sont les documents de l'offre d'emploi à Portofino », dit-elle sans préambule. Et ce matin, après le départ de Sofia, je les ai refusés. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Je les ai refusés. J'ai dit à M. Benedetti que j'appréciais l'opportunité, mais que j'avais décidé de rester à Milan. Francesca, ce travail, c'était ta sécurité financière, ton avenir. Mon avenir, m'interrompit-elle, est là où je décide qu'il sera. Et après avoir lu ta lettre, après avoir passé la nuit éveillée à penser à tout ce que tu as dit, j'ai réalisé quelque chose. Elle se pencha en avant, prit mes mains dans les siennes et me regarda droit dans les yeux. Pendant des années, j'ai pris soin de cet immeuble, de ses habitants, de ma fille, de ma mère malade. J'ai consacré toute ma vie à m'assurer que les autres soient à l'aise, en sécurité, heureux, mais je ne me suis jamais demandé ce qui me rendrait heureuse, moi. Et qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Toi, dit-elle simplement. La possibilité d'explorer ce que nous avons, peu importe à quel point c'est compliqué ou effrayant. La possibilité de t'aider à restaurer cette maison en Toscane, de construire quelque chose ensemble. Ces mots me remplirent d'une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse. Mais ils me terrifièrent aussi, car je savais ce qu'ils signifiaient. « Francesca, si tu fais ça, si tu choisis ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Marco ira à Rome avec ou sans moi, et si je reste, mon mariage sera fini. »« Je sais, » répondit-elle sans hésiter. « Es-tu prête pour ça ?» C'était la question que j'avais évitée pendant des semaines. Étais-je prête à abandonner la sécurité d'un mariage sans amour pour l'incertitude d'un amour sans garantie? Étais-je prête à décevoir la famille de Marco, à affronter le jugement social, à parier mon avenir sur quelque chose d'aussi fragile que des sentiments? Avant que je puisse répondre, nous entendîmes la clé dans la serrure. Marco était rentré plus tôt. Francesca et moi nous séparâmes instinctivement, mais je savais que c'était trop tard. Marco entrerait d'un moment à l'autre, et l'intimité de notre conversation, nos mains entrelacées, l'intensité émotionnelle qui emplissait la pièce, tout cela serait impossible à cacher. « Lucia » appela Marco depuis l'entrée. « Tu es là ?» Francesca me regarda, et dans ses yeux je vis tout l'amour et toute la peur du monde. C'était le moment de décider, continuer à prétendre que nous n'étions que des voisines, ou affronter la vérité de ce que nous avions trouvé ensemble. « Je suis dans la cuisine », répondis-je, ma voix étonnamment stable. « Avec une amie. » Les pas de Marco se rapprochèrent, et je sus que les minutes suivantes allaient changer ma vie pour toujours. Marco apparut sur le seuil de la cuisine avec ce sourire professionnel qu'il utilisait pour ses collègues. Ses yeux passèrent rapidement de moi à Francesca, enregistrant l'intimité du moment. Nos chaises rapprochées, les papiers sur la table, la manière dont nous avions instinctivement entrelacé nos doigts avant de nous séparer. « Ah, la concierge !» dit-il avec cette politesse froide qu'il réservait aux personnes qu'il considérait comme inférieures à son statut social. « Un problème avec l'appartement? »« Non, monsieur Marchetti, » répondit Francesca, se levant avec dignité. « Je discutais juste avec votre femme à propos de certaines améliorations dans l'immeuble. » Marco hocha la tête distraitement, mais quelque chose dans son expression me fit comprendre qu'il n'avait pas totalement cru l'explication. Ses yeux d'avocat,
entraîné à repérer les incohérences, naviguait entre nous avec une attention qui me rendit nerveuse. « Des améliorations » demanda-t-il en s'adressant à moi. « Quel genre d'amélioration » C'était une question piège. Marco savait que je ne m'étais jamais impliquée dans les affaires de l'immeuble auparavant, que je n'avais jamais montré d'intérêt pour les décisions de l'administration. « Le jardin » dis-je rapidement. Francesca m'expliquait au sujet des plantes, ce qui fonctionne le mieux à cette période de l'année. Francesca ramassa ses papiers discrètement, mais Marco remarqua le mouvement. « Et il faut des documents pour parler de plantes » demanda-t-il, sa voix prenant ce ton inquisiteur qu'il utilisait dans ses interrogatoires professionnels. Le silence qui suivit fut tendu et révélateur. Francesca me regarda, attendant que je lui indique comment gérer la situation. Marco attendait une explication que nous savions ne pas pouvoir donner de manière convaincante. « Ce sont des offres d'emploi » dis-je finalement, décidant qu'une vérité partielle valait mieux qu'un mensonge évident. Francesca envisage de changer de travail, et elle m'a demandé conseil. Du conseil sur quoi? Tu n'as jamais travaillé. Ces mots furent comme une gifle, non seulement par leur cruauté, mais parce qu'il les prononça devant Francesca avec une désinvolture qui révélait à quel point il respectait peu mon intelligence ou ma capacité de jugement. J'ai travaillé, répondis-je avec un calme que je ne ressentais pas. Peut-être pas dans un bureau, mais j'ai travaillé. Marco rit, ce rire condescendant que j'avais appris à détester. Lucia, organiser la maison et préparer des repas n'est pas exactement une expérience professionnelle pertinente pour conseiller quelqu'un sur des décisions de carrière. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en moi. Ce n'était ni dramatique ni explosif. C'était comme le claquement silencieux d'un fil trop tendu depuis trop longtemps. Je regardais cet homme avec qui j'avais partagé 10 ans de ma vie, et je réalisais qu'il ne m'avait jamais vraiment vue. Pour lui, j'étais une fonction, pas une personne. « Francesca » dis-je, me tournant vers elle sans quitter Marco des yeux. « Pourrais-tu m'attendre dans la cour? J'aimerais poursuivre notre conversation en privé après. » Francesca hocha la tête, comprenant immédiatement ce qui se passait. En passant à côté de Marco pour sortir, il l'arrêta avec une question qui me glaça le sang. « Madame Romano, n'est-ce pas vrai que l'administration envisage de changer le système de conciergerie? Tout automatisé ?» Francesca s'arrêta, ses épaules se raidissant. « Oui, monsieur. Et vous perdriez votre travail, votre appartement ici? Ça doit être très stressant de ne pas savoir où vous allez vivre, comment vous allez subvenir à vos besoins. » Il y avait quelque chose de cruel dans son ton, quelque chose qui suggérait qu'il savait exactement pourquoi Francesca passait autant de temps dans notre appartement. Marco était beaucoup de choses, mais pas stupide. « J'ai eu des offres, » répondit Francesca avec dignité. « Je m'en sortirai. »« Content de l'entendre, » dit Marco avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce serait terrible que quelqu'un essaie de compliquer les choses par désespoir. Le message était clair. Il savait ou soupçonnait quelque chose, et il était prêt à utiliser la vulnérabilité économique de Francesca comme une arme. Après son départ, Marco se tourna vers moi avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. « Depuis combien de temps la concierge passe-t-elle ici quand je ne suis pas là? »« Elle s'appelle Francesca, » dis-je, « et elle vient vérifier le gaz quand tu voyages, comme c'est son travail. Son travail nécessite-t-il des consultations privées sur des offres d'emploi? Des conversations si intimes que vous sursautez comme des adolescentes coupables quand j'arrive dans ma propre maison? » Son accusation était directe, et nous savions tous les deux qu'il avait raison. Mais au lieu de la peur que je m'attendais à ressentir, une étrange sensation de soulagement m'envahit. Le secret que je portais depuis des mois était enfin mis à nu. « Marco, » dis-je, m'asseyant sur la chaise qu'avait occupée Francesca, « nous devons parler. » « Je pense que oui. » Il s'assit en face de moi, et pendant un moment, nous fûmes simplement deux personnes ayant partagé une vie, se regardant vraiment pour la première fois depuis des années. « Je ne vais pas à Rome avec toi, » dis-je. « Ça a à voir avec la concierge? Ça a à voir avec moi. Avec le fait que pendant 10 ans, j'ai vécu ta vie au lieu de la mienne. Lucia, tu es confuse. Cette femme, quoi qu'elle t'ait dit, profite de toi. C'est évident qu'elle est désespérée, qu'elle a besoin... »« Assez !» explosai-je, le surprenant par ma véhémence. « Ne parle pas de Francesca comme si elle était une opportuniste. C'est la première personne en années qui me traite comme si j'avais mes propres pensées, mes propres sentiments, ma propre valeur. Et moi, je ne le fais pas? Tu me traites comme une extension de toi-même, comme une domestique bien habillée dont la seule fonction est de rendre ta vie plus confortable. » Marco se renversa en arrière, sincèrement surpris par ma réponse. « Lucia, je t'ai tout donné. Une belle maison, des vêtements coûteux, des vacances, une sécurité financière. Que veux-tu de plus? Je veux que tu me demandes ce que je veux au lieu de supposer que tu le sais. Je veux que tu valorises mon opinion assez pour me consulter avant de prendre des décisions qui affectent ma vie. Je veux me sentir comme ta partenaire, pas ta propriété. Tu es dramatique. Je suis honnête, pour la première fois depuis des années. » La conversation dura des heures, oscillant entre colère, douleur et frustration mutuelle. Marco passa de la condescendance à une colère sincère, et par moments,
à des éclairs de ce qui aurait pu être une véritable douleur à l'idée de me perdre. « C'est à cause d'elle » demanda-t-il enfin, alors que nous étions tous les deux épuisés de crier. « Tout ça, c'est parce que tu es tombée amoureuse de la concierge ?» La question me coupa le souffle. Non pas parce qu'elle était inattendue, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un formulait à voix haute ce que je ressentais. « Oui » dis-je simplement. « Mais pas seulement à cause d'elle, à cause de moi, de la femme que je suis quand je suis avec elle. Et nous, notre mariage ? 10 ans, ça ne signifie rien pour toi ? Ça signifie que pendant 10 ans, j'ai essayé d'être l'épouse que tu voulais, et je me suis complètement perdue dans le processus. Je ne peux plus continuer comme ça. » Marco se leva brusquement, se dirigeant vers la fenêtre donnant sur la cour où nous savions que Francesca attendait. « Si tu fais ça, » dit-il sans se retourner, « il n'y aura pas de retour en arrière. Ma famille, mes collègues, mes contacts professionnels, je ne pourrai pas te protéger du scandale. Et elle, il pointa vers le bas, elle perdra son travail dès que je parlerai à l'administration. » Ces mots furent comme un poignard en plein cœur. Marco avait trouvé le moyen parfait de me blesser. Menacer Francesca. « Tu ne peux pas faire ça, » murmurai-je. « Je peux et je le ferai si nécessaire. J'ai de l'influence dans cette ville, Lucia. Je peux rendre les choses très difficiles pour elle, pour trouver du travail n'importe où. Tu es méprisable. Je suis pratique. Je te donne l'opportunité de reconsidérer une décision stupide avant que tu ne ruines nos vies. » Je restai assise dans cette cuisine longtemps après que Marco fut parti dans la chambre, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qui venait de se passer. Non seulement j'avais admis mes sentiments pour Francesca, mais Marco avait révélé jusqu'où il était prêt à aller pour me contrôler. Cette nuit-là, aucun de nous ne dormit. Marco resta dans son bureau, passant des appels à voix basse que je soupçonnais liés à ses menaces contre Francesca. Je restais éveillée dans notre lit, fixant le plafond et me demandant si j'avais le droit de risquer l'avenir de quelqu'un d'autre pour mon propre bonheur. Le lendemain, Marco partit pour Rome sans dire au revoir, emportant une grosse valise et laissant entendre qu'il considérait cela comme une séparation temporaire jusqu'à ce que je retrouve la raison. Dès qu'il fut parti, je courus dans la cour chercher Francesca. Je la trouvai assise sur notre banc habituel, mais il y avait quelque chose de différent en elle. Elle semblait plus petite, plus vulnérable, comme si elle avait vieilli de plusieurs années en une seule nuit. « Tu as entendu la dispute ?» lui demandai-je. « C'était difficile de ne pas l'entendre, » répondit-elle avec un sourire triste. « Les murs sont fins, et vous avez beaucoup crié. Francesca, à propos de ce que Marco a dit à propos de ton travail, ils ont appelé ce matin, » m'interrompit-elle. « L'administration. Apparemment, ils ont reçu une plainte concernant mon comportement inapproprié avec les locataires. Ils vont accélérer l'installation du système automatisé. » Mon cœur s'effondra. « Francesca, je ne savais pas qu'il agirait aussi vite. Nous pouvons nous battre contre ça. Nous pouvons... »« Non, » dit-elle doucement, prenant ma main. « Nous n'allons pas nous battre, parce que cela signifierait que nous devrions choisir entre nous et ta stabilité. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ton foyer. » « Qu'est-ce que tu dis ?» Je dis que peut-être Marco a raison. Peut-être que c'est trop compliqué, trop dangereux pour nous deux. Ces mots me frappèrent tôt comme un coup physique. Après tout ce que nous avions partagé, après qu'elle eut refusé le travail à Portofino, abandonnait-elle nous ? « Tu me quittes ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Je te libère, » répondit-elle, et je vis des larmes dans ses yeux. De devoir choisir entre la sécurité que tu connais et un avenir incertain avec moi. À cet instant, je réalisais que j'avais atteint le point le plus bas de ma vie. J'avais perdu mon mariage, Francesca perdait son travail à cause de moi, et maintenant, la femme que j'aimais se sacrifiait pour me protéger des conséquences de mes propres décisions. Je restais seule dans cette cour, entourée des fleurs que nous avions entretenues ensemble, avec l'impression d'avoir tout perdu. Marco avait raison sur une chose. Les décisions avaient des conséquences, et les miennes avaient blessé la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Mais alors que j'étais assise là, dévastée et apparemment vaincue, quelque chose commença à grandir en moi. Ce n'était pas exactement de l'espoir, mais quelque chose de plus féroce, de la colère. Colère contre Marco pour avoir utilisé son pouvoir pour faire du mal à une femme innocente. Colère contre un système qui permettait aux hommes comme lui de punir les femmes pour avoir osé choisir leur propre bonheur. Et plus que tout, colère contre moi-même pour avoir laissé la peur me paralyser si longtemps. Si vous aimez cette histoire intense d'amour et de décisions difficiles, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. L'histoire de Lucia et Francesca atteint son moment le plus crucial, et vous ne voudrez pas manquer comment elle se termine. Cette nuit-là, seule dans l'appartement que j'avais partagé avec Marco pendant 10 ans, je pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais plus laisser la peur ou la manipulation dicter mon avenir. Si Marco voulait une guerre, il l'aurait. Mais cette fois, je me battrais à mes propres conditions. Je passais 3 jours à planifier ma réponse. 3 jours pendant lesquels je ne vis pas Francesca, qui s'était enfermée dans son appartement au sous-sol pour préparer son déménagement.
3 jours pendant lesquels Marco me bombarda de messages depuis Rome, alternant entre supplications manipulatrices et menaces voilées. Mais j'avais quelque chose qu'il n'attendait pas. Les informations que j'avais recueillies en silence pendant des années. En tant qu'épouse d'un avocat influent, j'avais assisté à des dîners, des événements sociaux et des conversations téléphoniques où des affaires étaient discutées, que Marco supposait que je ne comprenais pas ou que je ne retiendrais pas. Mais j'avais une excellente mémoire, surtout pour les détails qui révélèrent la véritable nature des gens. Le 4e jour, je passais mon premier appel. « Madame Benedetti, je suis Lucia Marchetti. Mon mari Marco a représenté votre ex-mari lors du divorce il y a 3 ans. » Oui, exactement. Je me demandais si nous pouvions discuter des tactiques qu'il a utilisées pour intimider les témoins. Le 2e appel fut à l'épouse d'un des associés de Marco, une femme qui avait mentionné nonchalamment lors d'un dîner que son mari était préoccupé par certaines irrégularités dans certains dossiers de Marco. Le 3e fut à un journaliste qui enquêtait sur la corruption dans le système juridique milanais et qui avait manifesté un intérêt particulier pour les méthodes de certains avocats influents. Ce n'était pas de la vengeance que je cherchais, mais un équilibre. Marco avait utilisé son pouvoir pour nuire à Francesca, et j'avais mon propre pouvoir que j'avais sous-estimé pendant des années, les connexions sociales, les informations privilégiées et la crédibilité qui venait d'être perçue comme l'épouse parfaite qui avait enfin décidé de parler. Le 5e jour, armé d'un dossier d'information qui rendrait très difficile pour Marco de mettre ses menaces à exécution sans s'exposer à une enquête professionnelle, je descendis à l'appartement de Francesca. Je frappais doucement, espérant qu'elle ouvrirait, mais prête à attendre toute la journée si nécessaire. Quand la porte s'ouvrit enfin, cela me brisa le cœur de voir combien elle avait changé en seulement quelques jours. Elle avait des cernes profonds, avait perdu du poids, et cette vitalité qui l'avait toujours caractérisée semblait s'être évanouie. « Lucia » dit-elle surprise. « Tu ne devrais pas être ici, si quelqu'un te voit... » « Je me fiche de qui me voit, » répondis-je, poussant doucement la porte pour entrer. « Nous devons parler. » Son appartement était rempli de cartons. Elle avait commencé à emballer sa vie, se préparant à quitter le seul foyer qu'elle avait connu pendant 8 ans. Voir ces cartons me remplit d'une détermination encore plus féroce. « Francesca, avant que tu ne dises quoi que ce soit à propos de me protéger ou de me libérer ou toute autre noble idiotie autodestructrice, tu dois m'écouter. » Elle s'assit lourdement sur son canapé, comme si elle n'avait plus l'énergie de discuter. « Lucia, j'ai déjà pris ma décision. J'ai contacté la dame de Portofino, et bien qu'elle ait déjà donné le travail à quelqu'un d'autre, elle connaît quelqu'un à Gênes qui a besoin... »« Tu ne vas pas à Gênes, » l'interrompis-je. « Tu viens avec moi en Toscane. » Elle me regarda comme si j'avais perdu la raison. « De quoi parles-tu » Je sortis le dossier que j'avais préparé et le posai sur sa table basse. C'est tout ce dont j'ai besoin pour neutraliser les menaces de Marco. Assez d'informations pour le garder occupé à se défendre au lieu de nous attaquer. Francesca ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les pages de notes, numéros de téléphone, dates et documents photocopiés. « Lucia, qu'est-ce que tout ça ?»« C'est du pouvoir, » répondis-je simplement. Le même type de pouvoir que Marco a utilisé contre nous, mais dans nos mains cette fois. Je lui expliquai tout, les appels que j'avais passés, les connexions que j'avais activées, les enquêtes que j'avais lancées. Ce n'était pas une vengeance cruelle, mais une protection stratégique. Marco ne pourrait pas exécuter ses menaces sans s'exposer à des conséquences qu'il n'était pas prêt à affronter. « Mais même si nous neutralisons Marco, » dit Francesca lentement, « que faisons-nous ensuite? Je ne peux pas rester ici sans travail, et toi? Lucia, tu viens de quitter ton mariage. Es-tu sûre de vouloir compliquer ta vie encore plus avec moi? » C'était la question que j'attendais, et j'avais une réponse prête depuis le jour où j'avais reçu l'appel concernant l'héritage. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos des plantes? Que certaines ont besoin d'être transplantées pour vraiment s'épanouir? » Elle hocha la tête, confuse quant à la direction que je prenais. « La maison de tante Benedetta n'est pas juste une maison, Francesca. Ce sont 2 hectares de terre qui incluent des vignobles abandonnés, des oliveraies qui ont besoin de soins, des jardins qui attendent quelqu'un qui sait comment les ramener à la vie. » Ses yeux commencèrent à se remplir de compréhension et de ce qui pourrait être de l'espoir. « J'ai besoin d'une partenaire, » continuai-je. « Quelqu'un qui comprend les plantes, les rénovations, qui sait réparer les choses cassées. Quelqu'un en qui j'ai totalement confiance. Lucia, écoute-moi jusqu'au bout avant de répondre, » insistai-je. « Je ne te demande pas de venir avec moi par pitié ou par obligation. Je t'offre un partenariat réel. Nous pouvons transformer cette propriété en quelque chose de magnifique. Un bed and breakfast, un lieu de retraite, une ferme biologique. Nous pouvons construire quelque chose ensemble qui nous appartient entièrement. Et nous? Que sommes-nous dans tout ça? » Je m'approchai d'elle, pris ses mains dans les miennes, et lui donnai la réponse la plus honnête possible. « Je ne sais pas. Je sais que je t'aime. Je sais que quand je suis avec toi, je suis la meilleure version de moi-même. Mais je sais aussi que nous sommes toutes les deux dans des moments de transition majeure de nos vies.
Peut-être que la Toscane nous donnera l'espace et le temps de découvrir qui nous sommes ensemble, sans pression extérieure, sans avoir à nous cacher. Les larmes coulant sur ses joues, mais pour la première fois depuis des jours, c'étaient des larmes d'espoir plutôt que de désespoir. « Tu es sûre ?» murmura-t-elle. « Parce que si je fais ça, si je laisse tout ici et que je pars avec toi, ce sera tout ou rien pour moi. Je ne peux pas retomber amoureuse à moitié. »« Moi non plus, » répondis-je, et je l'embrassai doucement. C'était notre premier vrai baiser, sans la pression du secret, sans la peur d'être découverte. C'était un baiser qui avait le goût des nouveaux départs et de la promesse d'un avenir que nous choisirions de créer ensemble. 2 semaines plus tard, le camion de déménagement partit pour la Toscane, chargé de nos affaires combinées. Mes livres et souvenirs soigneusement sélectionnés, les plantes de Francesca que nous ne pouvions pas laisser derrière, les outils de jardinage et la boîte de mes lettres d'amour qui avait enfin un destinataire réel. Marco tenta de bloquer le divorce, mais il découvrit que ces menaces avaient perdu leur pouvoir lorsque plusieurs de ses anciens clients commencèrent à remettre en question ses méthodes publiquement. Finalement, il accepta une séparation à l'amiable en échange de mon silence sur certains aspects de sa pratique juridique. La maison de tante Benedetta était encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Située sur une colline douce, entourée de cyprès et offrant des vues à perte de vue, elle nécessitait beaucoup de travail, mais elle avait des fondations solides et une âme qui attendait que quelqu'un la ramène à la vie. Nos premiers mois furent difficiles. J'appris à utiliser des outils que je n'avais jamais touchés. Francesca se forma à la gestion d'entreprise et au marketing en ligne. Nous travaillions du lever au coucher du soleil, tombant épuisés dans le lit chaque nuit, mais il y avait une satisfaction dans cette fatigue que je n'avais jamais connue dans ma vie précédente. Les vignobles se révélèrent plus précieux que prévu. Un œnologue local nous aida à comprendre que nous avions des cépages rares qui pourraient produire des vins uniques avec les soins appropriés. Les oliveraies, une fois taillés et fertilisés correctement, promettaient une récolte abondante. Mais le plus beau fut de voir Francesca s'épanouir dans cet environnement. Son savoir inné des plantes, combiné à la liberté d'expérimenter et de créer, la transforma. La femme qui avait passé des années à s'occuper des autres avait enfin quelque chose qui lui appartenait entièrement. Et moi, je découvris des talents que je ne soupçonnais pas. Il s'avéra que j'avais un don naturel pour le design d'intérieur et l'hospitalité. Lorsque nous commençâmes à accueillir nos premiers clients 6 mois après notre arrivée, je créais des expériences qui leur donnaient l'impression de rendre visite à de vieux amis plutôt que de séjourner dans un établissement commercial. Une nuit, presque 1 an après notre arrivée, nous étions assises sur la terrasse que nous avions construite de nos propres mains, partageant une bouteille du premier vin de notre récolte. Les étoiles brillaient au-dessus de nous et l'air embaumait la lavande et le romarin des jardins que Francesca avait plantés. « Regrettes-tu quelque chose ?» me demanda-t-elle, sa main reposant sur la mienne. Je pensais à ma vie d'avant. Les dîners élégants mais vides, l'appartement magnifique mais froid, les années à exister plutôt qu'à vivre. Je pensais à Marco, qui, d'après ce que j'avais entendu, s'était remarié avec sa secrétaire 6 mois après notre divorce. Je pensais à tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais gagné. Le temps qu'il m'a fallu pour trouver le courage, répondis-je honnêtement. Mais rien de ce qui s'est passé après. Francesca sourit, ce sourire que j'avais appris à aimer plus que tout au monde. Moi non plus. Sofia nous rendit visite pour la première fois au printemps. Elle arriva avec du scepticisme et repartit 3 jours plus tard avec une valise pleine de notre huile d'olive artisanale et une invitation permanente à revenir. Voir Francesca avec sa fille dans notre maison, voir Sofia comprendre enfin que sa mère ne gâchait pas sa vie mais la vivait pleinement, fut l'un des moments les plus doux d'eux. Cette première année, « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse, maman », dit-elle à Francesca le jour de son départ. Et puis, en me regardant directement, « Merci d'aimer ma mère comme elle le mérite. » Maintenant, 2 ans plus tard, notre bed and breakfast a une liste d'attente de 6 mois. Nous avons remporté des prix pour nos vins biologiques et notre huile d'olive artisanale. Mais plus important que tout succès commercial, nous avons construit une vie qui nous appartient entièrement. Chaque matin, je me réveille aux côtés de la femme que j'aime, dans une maison que nous avons construite ensemble, entourée de jardins que nous avons plantés de nos propres mains. Je travaille tous les jours, mais c'est un travail qui me remplit de sens. J'ai des callosités sur les mains et des muscles que je ne savais pas avoir, et je ne me suis jamais sentie plus belle. Francesca a toujours cette capacité surnaturelle à savoir quand quelqu'un a besoin d'un soin particulier, mais maintenant, elle l'applique à nos clients, à nos employés saisonniers, à la communauté locale qui nous a adoptés comme sienne. C'est la même femme que j'ai rencontrée dans la cour de cet immeuble à Milan, mais maintenant elle rayonne de la confiance de quelqu'un qui sait qu'elle est exactement là où elle doit être. Et moi, je comprends enfin ce que signifie vivre une vie authentique. Elle n'est pas parfaite, pas exempte de défis ou de moments difficiles, mais elle est à moi, à nous, et elle est réelle. La semaine dernière, en arrosant les plantes de notre terrasse,
J'ai retrouvé une de mes anciennes lettres d'amour imaginaire que j'avais utilisée comme marque-page. Je l'ai relue, souriant en repensant à la femme qui écrivait sur l'amour à des destinataires fictifs parce qu'elle ne savait pas comment trouver l'amour véritable. Maintenant, je sais que l'amour véritable n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit. Jour après jour, choix après choix, avec du travail acharné et une vulnérabilité partagée. C'est se réveiller chaque matin et choisir la même personne, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Ce soir-là, je montrai la lettre à Francesca. « Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça ?» lui dis-je. « Quoi ?» « Que la réalité s'est révélée bien meilleure que tout ce que j'avais pu imaginer. » Elle m'embrassa alors, entourée du parfum de nos jardins et du bruit de notre maison qui s'installait pour la nuit. C'était le genre de baiser qui avait le goût des promesses tenues et des futurs encore à écrire. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de la Toscane, au-dessus de la vie que nous avions choisi de construire ensemble, je sus avec une certitude absolue que j'avais pris la bonne décision. Pas la plus facile ni la plus sûre, mais la bonne. Parce que parfois, la concierge qui monte vérifier le gaz devient la femme qui vous apprend à vérifier votre cœur. Et si vous avez de la chance, si vous êtes assez courageuse pour choisir l'amour plutôt que la peur, elle devient la femme avec laquelle vous construisez une vie qui vaut la peine d'être vécue. Si vous avez aimé cette histoire d'amour, de courage et de nouvelles chances, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui touchent le cœur. Et n'oubliez pas de laisser dans les commentaires une note de 1 à 10 pour cette histoire, vos avis sont très importants pour moi. Dites-moi aussi quelle partie de l'histoire de Lucia et Francesca vous a le plus ému. À bientôt pour la prochaine histoire.